Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir s'entretenir avec Maud Arès et Claire Moder. Je me présente déjà, donc je m'appelle Anne-Marie Duquette, je suis directrice littéraire à la revue Le Sabord. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement autour du dernier numéro qui est paru à la fin mai, donc le numéro SAS. Donc c'est le 130e numéro du Sabord. Pour ceux et celles qui connaissent pas la revue, Le Sabord est une revue de création en arts visuels et en littérature. C'est un quadrimestriel, donc qui paraît 3 fois par année. La revue propose une alliance entre littérature et arts visuels, une rencontre entre les deux disciplines, une correspondance, mais aussi un dialogue. On travaille très fort à les présenter vraiment sous un pied d'égalité, sans que l'une forme accompagne l'autre, mais vraiment que les deux s'accompagnent mutuellement. La revue regroupe des auteurs, autrices et artistes francophones et canadiens, canadiennes depuis 1983 quand même, donc 42 ans aujourd'hui. Je vous présente brièvement le numéro SAS. On a pensé la thématique du SAS comme un espace d'entre-deux, un lieu de passage. Donc, entre les lieux publics et le chez-soi, s'étirent les espaces de suspens qui épongent les débordements ou, au contraire, qui peut leur permettre de se déplier. On va retrouver dans le numéro couvent, hôpitaux, ascenseurs, littérature, chambres d'hôtel, autant de lieux à visiter dans les pages du numéro 130. Il faut de l'air pour déployer les possibles et c'est ce que propose ce numéro absolument printanier en tout point. Je vous présente brièvement les artistes qu'on peut retrouver donc dans le numéro. On voit les œuvres de Maud Arès, de Frances Adair Mackenzie, Marie-Lou André, Andréane Roussel et Nico Williams. On peut lire aussi poèmes et nouvelles des auteurs-autrices Andréane Frenette-Vallière, Claire Moder, Camille Deslauriers, Myriam Côté, Clara Lamy, Michel Plot, Sarah Boutin, Camille Redmond-Prudhomme, Elisabeth Laure, Célia Wagenfurer et Monique Delan. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux personnes qui contribuent au numéro pour discuter de leur création dans l'œuvre, donc Claire Moder et Maud Arès. Permettez-moi de vous les présenter un peu plus de l'avant. Claire Moder est autrice. Elle relie textes et photographies où le territoire devient aussi personnage. Créatrice et marcheuse en mouvement, elle poursuit des pistes d'écriture féministe liées à la place du vivant, à la maternité et à la souveraineté des corps. Établie en Gaspésie, elle lance des projets littéraires sous forme de marches expérimentales, d'ateliers d'écriture et de micro-éditions. On peut penser à Les Marcheuses en 2024 ou à Nos Voix de Roche en 2022. Elle a collaboré à plusieurs livres d'artistes, à des expositions et à des revues, entrecroisant essais poétiques et regards critiques. Son premier recueil de poésie, Le ventre des roches, est paru au Norrois en 2024. Maud Arès, quant à elle, est une artiste interdisciplinaire. Prenant la forme d'installation, son travail se dissémine en sculpture, performance, scénographie et dessin. Sa pratique artistique explore les relations sensibles entre des matériaux trouvés et crée des environnements vulnérables, invitant à observer les subtilités des mondes tangibles. Elle réfléchit à la performance des matières et des gestes qui les animent, tentant de mettre en lumière les rapports d'interdépendance visibles et invisibles entre humains et non-humains. Ces projets ont été présentés au Québec et en Colombie dans des centres d'artistes et des théâtres, ainsi que dans le cadre d'événements. Elle signe d'ailleurs la couverture du numéro 130. Donc, bienvenue à toutes les deux. Euh, Déjà, j'ai envie de vous lancer là avec une première question pour vous présenter. D'abord, avant de commencer, en fait, j'aimerais ça savoir d'où vous nous parlez, parce qu'on sait que l'été commence et qu'on est appelé à bouger. Donc, j'aimerais juste vous savoir brièvement là, où vous êtes. Moi, je suis à Montréal, chez moi, dans la salle à manger, tout près d'une école primaire. Il y a des petits enfants qui crient, ça se peut que vous les entendez. J'espère qu'on va réussir à finir avant le son de la cloche. Oui, c'est ça. Là. Claire, où es-tu? Et moi, je suis dans mon sas familial. Je suis présentement dans le sud de la France. Donc, je suis de retour dans un non chez moi, mais qui est aussi mon chez moi d'enfance et de vacances. Voilà. Mhm. Je suis dans un entre-deux, parce que je m'en vais dans moins de 48 heures. Donc, je me sens vraiment très reliée à la thématique sa mort en ce lundi. C'est parfait.
C'est la beauté aussi des conversations live sur Facebook, de pouvoir réunir des gens d'un océan comme de l'autre. Donc voilà, j'ai envie qu'on plonge dans la création. Est-ce que vous pourriez commencer en nous parlant de votre approche de la création en général, et puis plus précisément de vos projets respectifs qui sont présentés dans la revue, pour ceux et celles qui n'auraient pas forcément la revue encore entre les mains. Maud, je te laisserai commencer. Oui, mais la création en général. Ben, peut-être je partirais du projet, peut-être comme ça crée un fil. Le projet qui est présenté dans le Sabar s'appelle La gravité organise les hasards, qui est un projet en plusieurs chapitres. Donc, dans le Sabar, on peut voir deux des chapitres, qui est les deux projets qui ont été présentés dans des étangs. Puis en fait, ce projet-là, ben, en fait, là, il y en a un qui s'appelle Les grenouilles seront là, elles enduleront la terre et avaleront la lune. Et l'autre, j'ai besoin de le regarder sous mes yeux pour le dire, mais euh, l'autre s'appelle Le bol contient l'écosse du pois mange-tout, l'oreille d'un écouteur, la cloche d'une file, la cloche d'une goutte, le fil du coton bleu la retaille du tissu millepertier, qui a été présenté en 2022 à Orange, puis qui était aussi en parallèle avec une exposition à l'intérieur de son expression, qui était comme le complément, il était complémentaire ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur. Puis, la gravité organise les hasards est partie de l'idée de me retirer un peu du moteur actif des mouvements qui animent les sculptures. C'est-à-dire, je pourrais dire ce qui est au cœur de ma pratique, c'est mon intérêt pour la mobilité, pour le mouvement. Je m'intéresse beaucoup à observer comment les matières peuvent bouger, autant d'un point de vue très formel, une roche, une boule de papier qui roule, que plus, plus comment dire, plus invisible ou plus spirituel ou plus intrinsèque, introspectif, de penser à qu'est-ce que cette roche-là contient, quels ont été ses mouvements passés, quels vont être ses mouvements futurs. Certains peuvent être déduits par la physionomie de l'objet qui est observé, mais d'autres sont aussi plus reliés à comment mon imaginaire, mes connaissances vont créer un narratif avec cette matière-là ou juste une relation, sans que ce soit un narratif avec des mots, mais plus une sensation. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment le cœur de comment je travaille, autant en dessin, autant en cello, autant en art visuel, en sculpture, de voir quels sont les potentiels, les possibles d'un mouvement. Puis, après avoir fait ma maîtrise, qui était sur la performance des matériaux, dans une optique où, par une recherche formelle et conceptuelle sur la mémoire des matières, en fait, une forme de ritualisation du processus de création. Là, je vous ai dit mon titre un petit peu. Ben, dans ce projet-là, j'étais l'un des moteurs actifs des mouvements, c'est-à-dire que j'avais fabriqué une centaine d'outils mystères que je vous appelais, qui étaient des outils très fragiles, très croissants, qui étaient fabriqués à base d'argile séchée, de matériaux trouvés, de papier. C'était vraiment des réduits de toutes sortes de matières assemblées. Fait que ça faisait qu'il était cassant, puis que ça l'amoindrissait ma dextérité sur les matières. Donc, j'essayais de bouger différentes matières avec ça, puis de créer des assemblages, puis d'essayer de suivre si le petit bouchon de plastique de jus Oasis décide d'aller vers la droite, bien de suivre vers la droite, puis de voir quelle autre matière il va rejoindre, puis là, de développer des assemblages à partir de ça. Ça, c'était des activations qui étaient présentées dans le cadre de l'expo. Puis après ce projet-là, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui arrive si je me retire et j'invite les dynamiques de l'eau et de l'air comme générateur de mouvement. Ils sont toujours là, mais là, je voulais comment développer des formes sculpturales et installatives qui permettent de les rendre visibles. Donc, ben, ça, c'était la prémisse. Puis après, ben, tous les phénomènes ont pris de plus en plus de place, qui étaient déjà présents pendant la maîtrise, mais
l'idée de voir différents états de la matière a été un autre aspect du projet, notamment par le travail avec l'argile où c'est vraiment facile de voir la relation avec l'argile parce que quand on fait une pression, on a une empreinte, puis on a une résistance en même temps. Donc, on sent vraiment qu'on est en relation avec la terre, puis dépendamment de sa texture, si elle devient de plus en plus sec, si elle est tendue, si elle est cuite, si elle durcit. On a toutes sortes de relations matérielles puis structurales qui sont possibles, ben, de façonnage ou de... Puis, puis c'est ça. Puis à partir des relations que j'ai pu développer avec l'argile, oui, un petit bout qui est assemblé avec un morceau d'élément de four, en fait. La tige là, qu'on voit là, c'est un élément de four, puis il y a du bois. Je pourrais faire les listes des matériaux souvent. J'aime toujours ça. Mais, mais oui, après, en développant ces relations-là avec l'argile, qui n'était pas c'était plus, c'est ça, une relation plus affective que de fabrication, là. Ben oui, il y avait de la fabrication, mais ça, je pense que l'affect était vraiment important. Ben, de voir comment pouvoir développer ces affections-là, ces différents rapports-là à différentes matières qui font partie de... Ben, je travaille beaucoup à partir de matériaux trouvés, donc à partir de toute la collection de matériaux que j'ai pu accumuler depuis les 10 dernières années, puis de voir comment développer c'est ça, les potentiels de chacun. Euh, fait, ouais, je dis, fait, donc c'est ça. Fait que là, après, ben là, on dirait qu'il y a plein d'autres aspects, mais peut-être ça, je dirais que par rapport à la mobilité puis les transformations, c'est un peu le cœur du projet. Puis, au fil de la conversation, je vais parler des autres aspects. Parfait, merci Maude. Juste pour les auditeurs auditrices, pour donner une idée, là, quand on parlait de mobilité puis de matériaux qui sont peut-être plus sensibles au vent ou aux différents moteurs naturels, ça donne une idée, là, cette œuvre-là aussi, de la forme que ça peut prendre. Donc, ça donne une image un petit peu en tête. Claire, je te passe la parole. Oui, je trouve ça beau cette idée d'assemblage, parce que c'est quelque chose qu'on peut sentir aussi, je pense, ben, en fait, qui se passe beaucoup dans l'écriture, mais qu'on sent peut-être moins parce qu'il n'y a pas la trace matérielle de cet assemblage-là. Moi, j'ai vraiment, je vais souvent chercher des stratégies un petit peu différentes qui sont très, je veux dire, circonstancielle, parce que j'aime beaucoup partir ben, justement d'une circonstance, d'un territoire, d'un lieu, puis de partir en fait de cette écoute, puis de cette disponibilité. À être dans un ici et maintenant. Donc, ça passe par de la prise de notes, ça passe par de l'écriture automatique, par des choses qui font en fait, qui nous font, qui font retourner l'écriture dans quelque chose de très corporel en fait, où on essaye un peu que la peau entre l'intérieur et l'extérieur soit la plus fine possible. Donc, c'est une petite stratégie de distorsion et en même temps de retour. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas nécessairement de l'intime, mais qui est justement dans une espèce d'idée de rencontre ou de conversation avec ce qui nous entoure, mais qui fait aussi partie de nous, puisque dans cette idée aussi je dirais, d'assemblage ou de venir glaner, de venir interagir avec des éléments qui ont l'air hétérogènes, mais qui en fait peuvent former quelque chose de vraiment uniforme dans lequel on est inclus. Puis, donc très concrètement, c'est ça, je vais avoir une période de prise de notes, puis de choses qui sont très diversifiées. Donc, je peux écrire de la prose sans avoir nécessairement d'intention après de la transformer en vers. Je peux écrire du vers et après remanier ça, puis que ça devienne des phrases plus écrites de manière continue. Je vais aller jouer un petit peu dans des exercices, on va dire, de style qui me font juste me décaler un tout petit peu par rapport à l'automatisme ou la forme
pas de facilité, mais notre canal de création qui peut être souvent le même ou vers lequel on a envie de retourner parce que le chemin est déjà fait. Donc, ça peut être de jouer dans la ponctuation ou d'essayer d'utiliser des mots que j'utilise pas habituellement, qui sont loin de mon champ lexical, d'aller me prendre une contrainte extérieure, d'être juste dans l'écriture à travers un sens. Donc, je vais utiliser vraiment des petites stratégies pour déplacer un petit peu mon regard puis mon geste d'écriture pour avoir une espèce de matière, de brouillon ou de choses dans laquelle après je peux retourner par assemblage. Justement, moi je travaille vraiment avec je l'ai essayé à un moment donné parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose de très visuel devant moi. Donc de découper des extraits, d'aller chercher des mots, de les réassembler ensemble, de jouer. Donc c'est aussi de retourner à l'idée du jeu, du geste concret en fait. J'ai beaucoup d'admiration, puis pas d'envie parce que c'est vraiment un sentiment très positif, mais pour avoir travaillé beaucoup avec des artistes en art visuel, je trouve justement ce déploiement du geste qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qui nous amène à être très concrètement animés par ce qu'on fait. Ben, dans l'écriture, il y a quelque chose d'un petit peu abstrait ou très refermé sur nous-mêmes. Donc, moi aussi, j'aime ça, me dire, ah, il y a une table, il y a un atelier, il y a un espace, il y a un déploiement dans l'espace, même minimaliste. Donc, avec ces petits mots-là, puis dans l'autre idée, un petit peu, on va dire en continuité ou en résonance avec ce que partageait Maud dans l'idée d'assemblage puis de matérialité. Ben moi, mes matérialités, c'est aussi, j'écoute beaucoup de balados. C'est une matière que j'aime beaucoup dans des moments de création parce que ça me permet de me connecter à la pensée d'autres personnes, à un flux aussi de narration, de choses. Ça peut être, souvent, c'est des balados qui sont plus réflexifs ou théoriques ou discursifs. Je vais pas écouter nécessairement un livre audio, mais il peut y avoir des extraits de poésie, il peut y avoir différentes choses qui m'amènent en fait dans l'univers de quelqu'un d'autre. Puis c'est souvent je prends des notes ou je travaille par emprunt aussi. Donc il va y avoir des phrases qui vont venir à ce moment-là me marquer, puis que je vais garder en fait dans mon matériel aussi. Ça, c'est quelque chose que justement l'écriture aussi permet parce que là, pour le coup, on n'a pas la main dans la matière. Donc, on a la possibilité de bifurquer vers la parole, vers l'écoute, puis de prendre des notes. Puis l'autre aspect qui est vraiment important dans mon travail, je parlais de circonstances, c'est parce que j'essaye de me déplacer. J'essaye d'être en mouvement, j'essaye d'être dans ma corporalité aussi, de repartir de moi, mais de repartir de choses qui m'entourent. Puis j'aime aussi beaucoup l'idée d'être en contact avec des territoires différents, de rejouer dans la notion de familiarité. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on déplace notre regard, mais aussi quand on renégocie nos zones de connaissance, de confort, de capacité. Donc, il y a une hyper écoute, je dirais, ou une sensibilité particulière qui vient simplement quand on part. Moi, j'utilise la marche, mais ça pourrait être un autre moteur, mais parce que c'est quelque chose qui est accessible, qui est simple, qui me permet d'être combiné assez facilement avec l'écriture aussi. Prendre un carnet dans un sac à dos, c'est plus facile que quand on fait du vélo, par exemple, ou autre, mais ça pourrait être. Il y a des personnes qui écrivent dans leur tête. Moi, j'ai quand même besoin d'avoir une trace assez rapidement là, de prendre des notes. Puis aussi parce que, dans la mesure du possible, je me déplace pendant plusieurs journées où moi, j'aime aussi que le temps puisse devenir un temps différent, puis que l'écriture arrive si possible, dans ce temps-là. Des fois, elle n'arrive pas aussi, mais puis pour la petite anecdote, peut-être on y reviendra, mais c'est ça, Anne-Marie, tu me demandais d'où on apparaissait aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que dans le texte qui est Lisière, qui est paru donc dans le numéro, il y a justement deux vers qui avaient été écrits dans le sud de la France il y a quelques années, puis qui avaient disparu, puis qui sont réapparus pour recréer ce texte-là. Donc, je trouve ça beau. Il y a une petite circularité. Puis ça prouve le mouvement, en fait, de l'écriture, de la création aussi.
qu'on emmène avec nous, mais qui nous emmène aussi dans différents endroits. Et ton besoin de te déplacer pour créer. C'est vraiment une belle boucle, en effet. C'est intéressant de voir déjà les ponts qui se tissent entre vos pratiques. Vous avez parlé toutes les deux donc de l'importance de la matière, de l'assemblage, mais aussi de ce moment présent-là à saisir, notamment par la corporéité pour Claire. J'aimerais revenir sur le thème du SAS, qui est cet entre-deux-là dont on a parlé déjà. Et il me semble dans vos deux œuvres qui est fondée sur l'environnement, ben, une proximité puis une écoute envers l'environnement naturel, une intimité aussi avec l'environnement, le rapport aux éléments, à la nature. J'aimerais vous entendre sur cette question-là. Comment vous approchez, comment vous travaillez les matériaux que sont l'étang, le vent et la roche? Comment vous les liez au sas aussi? Claire, si tu veux rebondir sur la question, puis ensuite, bon. Oui, ben, il y a toujours quelque chose de très intentionnel, puis c'est des souhaits qu'on formule, je pense, par rapport à nous-mêmes, puis par rapport aux personnes qui prennent le temps, puis l'attention d'ensuite plonger dans nos œuvres. Mais pour ma part, j'aime l'idée que, justement, dans l'idée du sas, ou qui est une forme de métamorphose ou de zone, en fait, qui ne soit plus complètement délimité, qu'il puisse y avoir une porosité, puis un doute aussi peut-être de où est-ce qu'on se situe, puis qui se situe là. Concrètement, moi aussi, dans mon travail d'écriture, c'est quelque chose c'est on va dire un grand souhait ou une ligne que j'essaye de suivre, mais sans qu'elle soit trop directive, puis frontale, trop intentionnelle non plus, mais que les personnes ou les vivants, en fait, ou non vivants qui parlent, qui prennent leur présence dans les mots, on sache plus justement exactement qui c'est. Concrètement, que la narratrice qui semble humaine puisse devenir une roche, puisse devenir une montagne, puisse devenir une rivière, que la rivière elle-même puisse prendre une forme de voix humaine ou une incarnation avec ce qu'on appellerait un destin plus d'humanité ou des sentiments ou une sensibilité qu'on associe plus à l'humanité. Ça, c'est des entrecroisements ou des zones justement d'entre-deux que j'aime visiter. Je les place pas de manière, comme je disais, très intentionnelle au départ, mais c'est vraiment encore là dans l'idée d'être absorbé, puis d'être à l'écoute, puis de laisser des choses résonner, en fait, sans trop savoir ce qui va se passer par la suite. Il y a pas je travaille pas à partir d'une biographie de rivière, par exemple, ou de lieu, quoique des fois, il y a des éléments plus historiques ou concrets que je peux amener dans mon travail en me documentant, mais c'est souvent très sensoriel là, sur cette idée ouais, du sas. Parlant de sensations, Maud, je te laisse rebondir. Oui. Ben, je trouve qu'il y a des beaux liens, c'est le fun. Tout ce que tu disais face à la prise de notes, comme un peu de la cueillette de mots dans les différents espaces. Ben, moi, je fonctionne beaucoup par cueillette aussi. Puis, tous les matériaux que je récupère ben, sont trouvés plus spontanément, dans le sens, soit dans mon quotidien ou lors de marche ou lors de juste en cuisinant, tu sais, toutes sortes de moments où tout d'un coup, il y a un élément qui ressort un peu du lot ou au contraire qui est très, qui est là en grande quantité fait, qui devient très uniforme, tu sais. Fait que souvent, ces deux critères-là font que je vais trouver une matière. Puis toutes les matières, j'ai classe dans des boîtiers, dans des boîtiers qu'après je catégorise par saison, puis j'écris les lieux, puis les personnes qui étaient impliquées pendant ben, de souvenirs, qui était là. Les objets sont associés à qui. Fait que là, ça me fait comme un genre de répertoire divisé en quatre de chaque année. Puis ces objets-là, je ne sais pas. Des fois, il y en a que j'ai plus une vision ou comment je vois qui pourraient se développer, mais souvent, je ne sais pas ce qu'ils vont être. Donc, ça devient aussi comme une matière malléable de faire euh, puis là, je l'associe un peu à comment tu parlais de l'écriture. Tu sais, ça m'est venu comme des fois, je fais un peu d'écriture automatique, mais comme plus pour
pour moi-même, puis pour le quotidien, pour faire sortir des idées que je ne sais pas qui sont là. Puis, mais je sens que des fois, dans l'assemblage, il y a ce même type d'état dans l'agencement et dans l'assemblage d'écriture automatique, mais avec des matières, d'avoir d'ouvrir des boîtiers, d'avoir des matières déjà accessibles. Tu sais, c'est rare que j'achète des choses et que je me dis, allons chercher des feuilles mortes parce que j'aimerais avoir des feuilles mortes pour rajouter à telle place, mais j'aime ça travailler avec tout qui est déjà là, ou travailler avec ce qui est dans le lieu où je suis. Tu sais, des fois, je travaille à l'atelier, mais souvent aussi, je travaille dans des lieux dans lesquels je me déplace, soit en résidence ou soit juste dans des périples quelconques. Donc, le fait aussi que ce soit tout en boîtier, ben, ça me permet de le transporter. Là, c'est sûr, avec le projet de l'étang, dans les étangs, ben, c'est des plus gros formats. Là. Fait que là, il y avait une partie que j'avais pas le choix d'être à l'atelier, mais ça s'est beaucoup passé sur les lieux mêmes. J'arrivais avec des petits assemblages, puis rendu là, je ne savais pas de quoi allait avoir l'air les mobiles. Ils se sont développés sur le lieu en réaction avec l'architecture du lieu, puis avec ce qui se passe. Donc, pour chaque projet, c'était des longs montages que j'ai pu avoir, des montages de 2 à 3 semaines, qui font que j'ai vraiment le temps d'habiter le lieu. Puis celui avec Adélard, qui était Les Grenouilles seront là, à Philipsburg, lui, c'était un montage de 3 semaines qui était au début du printemps. Fait on a vraiment vu toutes les fleurs s'ouvrir là, de jour en jour, les bourgeons, les feuilles arriver. Puis, fait que ça, c'était vraiment un moment incroyable là, de monter l'exposition, monter l'installation avec cette naissance-là là, du printemps. Mais aussi, le défi de ce projet-là était justement d'intégrer un espace et non d'exposer, un peu ça. Même si ça reste une exposition, je voulais pas, euh, je voulais pas comme instaurer des choses, mais plus les intégrer à ce qui est déjà là. Puis ça, je dirais que c'est ça qui était le plus stimulant, mais c'était ça aussi qui était un bon défi parce que pour tout ce qui est des proportions, l'échelle, la finesse de ce que j'avais en tête, mais face à un lieu qui est tellement riche en texture, puis en couleur, puis en mouvement, puis en juste la nature est imbattable dans sa beauté, fait que dans le sens que je voulais lui rendre hommage, c'est plus ça que je veux dire Mais ce qui est en essayant. intéressant avec justement tes installations, puis l'attention au détail, puis l'échelle très microscopique finalement qui nous demande vraiment de nous aussi de nous ajuster à notre manière de regarder, c'est que ça crée une hyper acuité à ce qui nous entoure. Fait que, oui, Mhm. le lieu, il est très fort, mais en même temps, c'est comme si tu nous offrais un nouveau canal ou un nouveau sas justement d'entrée pour notre regard. Puis notre résonance aussi très sensorielle, le fait d'intégrer des matériaux qui en font partie, qui n'en font pas partie, mais de voir. Puis, en tout cas, j'ai envie de rebondir là-dessus sur l'idée Mhm. aussi d'un lieu tu sais, de créer à partir d'un lieu. Là, on parle souvent de création in situ, mais quand on est en installation ou en écriture, il y a aussi plein de choses où on est dans l'adaptation aussi beaucoup. Puis, Ouais. je trouve, tu sais, il y a la notion de défi ou, comme tu dis, de se retrouver face à un lieu, mais c'est aussi super beau de voir un lieu qui se transforme, en fait, avec la saisonnalité, avec tout d'un coup des éléments qui apparaissent, ou d'un jour à l'autre, il y a du vent, le feuillage est différent. Mhm. Ça déploie, en fait, quelque chose. C'est pas un simple décor, là, c'est vraiment quelque chose, une expérience aussi vraiment très physique. Puis je pense que moi, j'ai vraiment l'impression que tu travailles beaucoup en résonance là-dessus. Puis je l'ai vécu tu le partageais avec les résidences, ça nous permet aussi une immersion de plusieurs semaines, d'avoir un temps qui s'écoule dans un même lieu, mais dans lequel on peut revenir, puis apprendre à le connaître. Mhm. L'écriture, c'est ça aussi, c'est revenir dans des lieux qui ne sont pas nécessairement des lieux intérieurs, mais qui peuvent être effectivement des lieux très physiques, géographiques, dans lesquels on revient pour réactiver le geste d'écriture. Puis c'est ça, moi je me suis retrouvée en résidence au Jardin de Métis, puis mon projet, c'était vraiment d'écrire à l'extérieur, dans les jardins,
Puis c'était de mi-mai à mi-juin, mais quand je suis arrivée, en fait, il y avait rien, il y avait aucune fleur. Je me suis vraiment retrouvée dans cette espèce d'aridité avant au tout début du printemps où on a l'impression que tout est tellement encore en latence. Puis c'était très confrontant aussi physiquement parce que finalement, il faisait aussi très froid. Puis écrire en étant statique dans le froid de manière continue ou sur des grandes périodes, en fait, ça m'a vraiment mis au défi. Puis j'ai dû revoir un peu mon protocole de travail. Mais je trouve que c'est important de le nommer aussi dans un contexte comme notre discussion parce on est très impliqué en fait, quel que soit le médium. Puis des fois, ben, on se retrouve, c'est ça, avec une revue qui est mise en page, avec une certaine esthétique, avec un rendu qui est beau, mais qui est englobant aussi. Se rappeler que c'est un assemblage de plein de petits gestes, puis d'adaptation, puis d'éléments qui peuvent être. On a vécu plein oui, c'est ça, de perturbations, mais aussi de surprises, puis qui ont été intégrées, en fait, je pense, dans l'œuvre à laquelle on a accès à la fin. Oui. Oui, puis je trouve, tu sais, juste pour revenir au sas aussi, c'est pour moi, le sas est très lié aussi au mouvement, dans le sens que le mouvement, il est pas, il est tout le temps là, mais on le voit, mais on le voit pas. Dans ça, c'est en perpétuelle transformation. Puis c'est ça un peu que j'essaie de valoriser ce mouvement-là qui est dans la matière, qui est dans toute chose avec lequel on cohabite, qui est dans toute chose en nous. Donc, de voir qu'il n'y a pas, il y a rien qui est fixe, il n'y a rien tout bouge tout le temps. Puis, je suis contente d'entendre que tu as pu expérimenter de mes projets, que tu as pu sentir ce canal-là qui ouvrait parce que c'est un de mes objectifs là, de sentir que ce canal-là sensible à d'autres formes de vie ou d'autres formes d'existence, parce que là, après, vie, c'est pas nécessairement ce qui est scientifiquement qu'on dit ça, c'est la vie, c'est ce qui est inerte, c'est ce qui est actif, mais plus de voir c'est quoi les modes d'existence qui nous entourent, puis qui nous composent, puis de prendre une forme je sais pas si c'est connaissance, c'est le bon mot, mais une forme de lien avec ces, qu'est-ce qui donne des directions, tu sais, puis là, je pense à mon corps, tu sais, je pense à un corps humain, là, c'est dans un corps humain, on dirait que je me demande, est-ce que les muscles ont des volontés singulières qu'on ne connaît pas, puis qu'on est informé par ce que le muscle veut pour prendre une direction vers là, puis vers là ou vers là, mais après, dans d'autres contextes, tu sais, je dirais, j'aime imaginer qu'il y a toutes ces formes d'intentions-là qui ne sont pas nécessairement cérébrales, mais qui sont de toutes sortes qu'on ne connaît peut-être pas, c'est quoi ces sens-là. Ben, par rapport à ça, Maud, j'aimerais revenir, donc, c'est ça, sur ce projet dans les temps. Puis, t'en as parlé un petit peu tantôt, par exemple, pour la résidence, t'es arrivé puis t'as composé à partir du lieu, donc t'avais déjà le lieu devant toi au moment de commencer la création, si j'ai bien compris, c'est ça? Euh, je voulais savoir comment tu interagis vraiment au moment de la création, pendant la création. Est-ce que tu frappes des nœuds? Est-ce que, il y a un lieu qui t'a pris par surprise? Parce que c'est ça, tu parles de rendre hommage à la nature, mais c'est quand même pas évident à faire quand, comme tu dis, quand elle est déjà si belle et quand elle change, quand elle est mouvante. Mm. Est-ce que tu tiens en compte les changements à venir? Quand tu es arrivé au début printemps, il y avait un certain lieu devant toi, mais comme tu l'as dit, 3 semaines plus tard, c'était pas le même lieu. Comment t'intègres tout ça dans le projet de création, disons? Ben, je dirais que de travailler avec les mouvements et les phénomènes des matières, ça fait que j'étudie au fil des jours comme quelle va être la décoloration de tel textile, comment cette matière-là va se dégrader ou pas, fait en amont. Puis dans le cas, supposons dans les deux cas, en fait, je le savais 1 an, 2 ans d'avance que je travaillais avec ce lieu-là. C'est-à-dire, avec Orange, ben, ça a été reporté de 2 ans, l'expo, fait que j'ai eu le temps de bien visiter. Puis, en fait, je savais pas que je voulais faire un projet avec un étang avant de voir le lieu. C'est juste que j'avais mon projet de réseau de mobile puis de bassin. Puis là, quand j'ai visité les jardins,
je me suis dit, ah non, c'est un gros bassin, tu sais, c'est un gros continent, un étang. Puis, il y avait un... Mais là, je dérive un peu de la question, mais je vais quand même dériver. Mais parce que dans tout ce projet-là, un des essais importants qui a dirigé le projet, c'est l'essai de Ursula K. Le Guin, qui s'appelle The Carrier Bag Theory of Fiction. C'est un court essai qui mélange un peu science-fiction, mais aussi juste une hypothèse de comment l'histoire de l'humanité se serait écrite si on avait dit que le premier outil, si c'était dans les manuels de l'histoire, ça aurait été écrit que le premier outil est un panier, un réceptacle, plutôt qu'une pointe ou quelque chose de plus d'être un champ. Puis comment ça l'aurait développé les humanités puis les différentes communautés en ayant cette idée-là. Surtout, on parle surtout de communautés occidentales dans l'idée de Ursula. Puis ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup inspirée et bouleversée aussi. Fait que je suis vraiment partie aussi par cette idée-là de faire comme travaillons avec ce qui peut contenir, d'où le titre de l'expo, le bol contient. Puis qu'est-ce qui peut contenir? Donc, en voyant les temps, je me suis dit, je vais travailler avec une autre échelle de réceptacle, une échelle qui est beaucoup plus grande que moi, qui peut nous contenir. Et là, c'est tout le projet de travailler avec ce type de lieu-là a commencé. Fait que d'avoir une opportunité aussi rapidement avec Abélard de faire un autre expo dans un étang. En fait, au début, je ne pensais pas refaire un réseau de bassins puis de mobiles dans un étang. Je pensais faire un autre projet, mais finalement, je me suis rendu compte que ça valait la peine de poursuivre cette recherche-là parce qu'elle est quand même, elle est quand même très riche de voir comment travailler des sculptures dans l'eau puis dans le vent, comme si c'est la condition de travail de la matière. Qu'est-ce comment faire. Puis dans mes grands rêves, j'aurais voulu vivre là, que ce soit mon atelier pendant tout le long de l'expo, mais ça a été un peu possible, mais pas comme je vivais pas là, je dormais pas là, mais j'ai quand même travaillé là en tout peut-être 2 mois, là, je sais pas, mais oui, je sais plus c'était quoi la question, mais je suis allée vers Ursula parce que je trouve que c'est une belle clé pour le projet. Ben, c'est intéressant, puis c'est intéressant cette idée de contenir-là. Je savais pas la place qu'elle avait occupée dans le projet, puis on le voit un petit peu en couverture. Tu en as parlé aussi, là, l'étang contient à demi l'œuvre. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du rapport à la verticalité, puis à la suspension, puis à l'œuvre immergée aussi? Ah oui, mais ça c'était tellement le fun là, de découvrir ça, de faire comme travailler avec les mobiles qui, eux, ont vraiment une direction. Tu sais, le rapport à voir les mouvements, les mobiles, c'est tout de suite, tu sais, on l'a assez rapidement. Puis après, c'est de développer des finesses, de comment développer les ballons. Puis... Donc là, il y a vraiment un apprentissage des masses, tu sais, quelque chose de très physique, là. Tu sais. Puis moi, je suis pas d'études en génie ou en physique, fait que c'est très intuitif de comment trouver ces ballons-là, puis comment ça tient, puis tout ça. Mais après, de travailler avec c'est ça, le flottement est devenu la condition. Le flottement et la porosité est devenu les conditions dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, il y avait ce flottement-là dans l'air, le flottement qui était sur l'eau, qui est celui aussi qu'on peut plus connaître comme humain, tu sais, parce qu'on flotte dans l'eau. Puis, il y avait celui qui était sous l'eau, que ça, à Orange, il ne l'avait pas, mais il l'a eu parce qu'il y a une année, toutes les mobiles se sont affaissés. Puis ça aussi, c'était une métaphore dramatique pour moi, parce que quand je suis arrivée puis tout était affaissé, je pleurais. Je pleurais parce que je trouvais ça... Là, plus rien bougeait. Puis là, je me suis dit, c'est ça vieillir, c'est ça aller vers la mort. Tu sais, il y a un arrêt de la mobilité qu'on connaît, puis il y avait quelque chose de tellement dramatique de comprendre que le vieillissement, ça créait une perte de mobilité aussi. Puis là, je le voyais comme concrètement avec tout ce réseau-là. Une fois qu'après 4 mois, tout était rendu dans l'eau, ben là ça avait comme une autre dimension. Puis le côté
il y avait une forme de magie, mais qui était tellement moins accessible parce que ça bougeait ça bougeait plus à l'œil nu, en tout cas, ça bougeait encore, mais non, il fallait vraiment être attentif. Puis là, les sculptures étaient rendues dans l'eau aussi, fait que là, c'était comme un autre concept que j'avais pas eu l'idée d'explorer. Fait que, avec Adélard, là, je me suis dit, ah, il va y avoir aussi cette partie, cette section-là que j'aimerais intégrer. Donc, c'était surtout des sculptures en céramique qui étaient dans l'eau. Puis, ça a donné que les poissons étaient bien curieux de ces céramiques-là. Surtout au début de l'expo, ils étaient toutes pâles. Puis, c'est ça, les poissons venaient facilement le voir. Puis, plus ça vieillissait, plus il y avait des micro-organismes qui s'agrippaient, puis ça devenait plus brun ou vert. Puis là, les poissons, on dirait qu'ils étaient moins curieux. Puis aussi, probablement qu'on les voyait moins, qu'on trafiquait moins fort, mais ça. Et là, avec Adélard, on a pu aussi inviter le public à être dans l'état de flottement, donc par des visites sur les petits quais flottants ou par la baignade aussi, de pouvoir visiter l'exposition à la nage. Et ça, c'était un aspect qui était que le corps, il rentre dans un autre rythme. Ces aspects-là d'être en contact avec des différents types de temporalité et on le vivait dans le corps. C'est ça. Wow, le rêve de visiter une expo, entre guillemets, en nageant, c'est quand même... Mais j'imagine que c'est ça, ça amène vraiment le corps et l'esprit à apprécier différemment, à être attentif de façon différente. Puis on en revient au corps. Je me tourne vers toi, Claire, pour ton œuvre lisière. Je trouve que dans le poème, on sent quelque chose qui fuit, qui s'effrite. Puis à travers ce mouvement-là, la roche est une image, il me semble, très rassurante, très lumineuse. Elle représente aussi une forme de force, je trouve. Puis je vois quand même beaucoup d'échos. C'est pas du mouvement, mais c'est quand même une relation intime aux matériaux. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à la roche qui me semble être central dans ton œuvre? Oui, on dirait que je la découvre, je la redécouvre à chaque fois. Mais je pense on s'accompagne de figures, je dirais, rassurantes ou confrontantes, ou en tout cas qui viennent être porteuses de sens dans notre travail, puis qui ont une forme de magnétisme, en fait, autant conceptuel que très tangible qu'on peut avoir. Puis la roche, elle a aussi quelque chose, je trouve, justement de redéfinir la ligne du temps, puisque la ligne du temps d'une roche est complètement différente de ce que nous, on peut expérimenter dans notre humanité très courte. Puis aussi des formes, puis des échelles aussi très différentes. Une roche peut être un petit caillou qu'on va mettre dans une boîte, dans une forme de collecte, nous partageait Maud avec cette idée de miniature, mais aussi peut être quelque chose de très solennel, de très gigantesque, qui va nous amener à une expérience de l'ordre du sublime, qu'on a beaucoup mis en exergue dans une vision très esthétique et romantique là, de la montagne, de l'art, d'être confronté à des paysages plus grands que soi, puis que ça nous ramène à un état intérieur très important. Donc, je pense que je navigue un petit peu dans tout ça de manière vraiment très expérientielle, puis immédiate. J'ai... pour moi, j'ai fait des rencontres en fait avec des roches à différents moments de ma vie, puis c'est vraiment, je l'ai senti, puis je l'ai écrit aussi à ces moments-là, dans mes notes ou autres, sans nécessairement y revenir après, mais c'est vraiment venu ponctuer un parcours à la fois comme personnel, puis un parcours de création, puis d'écriture sur lequel ça m'a donné des assises en fait pour retourner, puis peut-être sentir une forme de ligne directrice ou de chemin, on va dire, rassurant, ou de forme que je pouvais aller visiter justement en me sentant reliée, en me sentant appelée, en voulant raconter peut-être une forme d'histoire qui n'est pas la mienne, mais avec laquelle je me sens extrêmement en lien.
Puis, ben moi, je vis en Gaspésie. C'est un paysage qui est aussi très minéral, qui est un paysage de littoral, mais aussi un paysage de montagne. Les montagnes, c'est des massifs montagneux différents. Il y a différentes formations rocheuses. Il y a différentes histoires qui cohabitent. Je veux dire, c'est fascinant, puis c'est très, très riche. Puis une fois qu'on met on dirait le doigt dedans, c'est très infini aussi comme source de savoir puis de connaissances. Puis c'est des espaces que j'aime visiter, en fait, comme on aime visiter des amis, de la famille. Donc, qui amène quelque chose de rassurant, puis quelque chose aussi d'un rappel de notre posture dans le monde, puis de comment on peut interagir, comment on peut se sentir à la fois très humble, mais aussi très inspiré ou animé par d'autres choses en rapport avec d'autres choses que soi. Puis c'est le recueil de poésie que ça s'appelle Le ventre des roches, qui était vraiment l'idée d'une généalogie, d'une filiation humaine, mais aussi non humaine, où on pouvait se retrouver, puis on pouvait créer des liens en fait intimes entre différents paysages, entre différents éléments. Puis la roche sert un peu je dirais, de lien, ou en tout cas d'éléments qui peut s'incarner dans l'écriture. Puis pour le texte de Lisière, ben, c'est effectivement un élément rassurant. En fait, il y a différents, je dirais, territoires puis paysages qui cohabitent, que moi j'ai remanié un peu par la force de l'écriture ou parce qu'elle appelait qui était pas donc ni d'une logique documentaire ni d'une logique de vouloir créer une fiction de bout à bout. Mais ça fait qu'effectivement, il y a différents paysages qui cohabitent sans être nécessairement nommés. Puis je trouve que l'élément minéral, en tout cas moi, la manière dont je le vis, c'est que je peux me sentir en terrain familier à l'autre bout du monde en me retrouvant en fait à m'asseoir sur un rocher ou en faisant face à une falaise, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui me ramène à une sensation de déjà vu ou de déjà vécu ou de complète étrangeté, mais en même temps, je peux me sentir rassurée aussi. Fait que je crois que c'est ce petit sentiment-là qu'on a, qui nous connecte peut-être aussi à notre enfance, à notre manière d'expérimenter des choses très grandes et âgées et qui nous dépassent, mais avec une forme d'évidence aussi ah, on les côtoie, puis on fait partie du même monde. Maud, tu avais une question, je pense? Oui, ben c'est déjà le sujet que tu abordes, mais tu sais, tu as nommé que tu utilises beaucoup la marche, puis de juste aller écrire à l'extérieur, puis dans des paysages, mais je me demandais aussi, c'est quoi tes relations, je sais pas, affectives, joueuses, tu sais, comme des relations un peu plus singulières que tu as avec les roches. Oui, alors, en habitant en Gaspésie, on se retrouve Comme, on dirait plus à... dans ton intimité que je me oui, posais la oui, question non, non, parce que... mais c'est parfait. Mais non, c'est très drôle parce que c'est une forme d'intimité collective parce que quand on habite en fait au bord de la mer ou dans celui-là, on se retrouve en fait avec des roches partout dans notre maison, sur notre galerie, sur les marches. Les personnes qui viennent nous visiter collectent des roches, nous les laissent parce que bien sûr, ils ne les ramènent pas chez eux. Puis c'est comme, ah, j'ai fait une super belle collection de roches, je te la laisse, je te la lègue. Donc on se retrouve aussi avec les collectes de tout le monde. Puis c'est très drôle, ça crée un réseau aussi de ça. Moi, j'ai des roches je sais d'où elles viennent. Je ne les garde pas dans des boîtes. Je suis complètement fascinée par ton système de travail. Mais j'y retourne. Des fois, je vais piger dedans. Je les amène sur ma table de travail. Parce que Hmm. là encore, la matérialité n'existe pas directement dans l'écriture, mais elle existe de différentes manières. Des fois, j'ai une amie artiste, Anne-Marie Proux, qui m'avait partagé elle relâchait aussi des roches à un moment donné. Pas qu'elle en avait nécessairement trop, mais qu'elle sentait qu'il fallait leur redonner aussi, qu'il fallait les redonner en fait. Puis,
Mais on le sait, hein, dans différents éléments culturels, puis animistes et identitaires, les roches ne sont pas des êtres non vivants, en fait. Mhm. Elles existent. Donc, moi, j'aime ça qu'à mon échelle biographique, elles fassent partie de mon existence, puis elles me reconnectent à un souvenir ou autre. Donc, cette idée de collection, d'archives, de documentation personnelle, mais aussi que ça peut être des personnes ou des personnages que je recontacte, en fait, quand j'ai besoin. En fait, c'est beaucoup de soutien, je trouve. C'est beaucoup de soutien qu'on peut avoir. Puis en ayant justement une collection de roches, puis en invitant des fois des personnes qui sont aussi dans des démarches de création, on se retrouve chez moi, on se retrouve en contact avec les roches qui, moi, sont pas nécessairement des roches auxquelles je fais appel pour ma création, mais se retrouvent dans la création des autres, puis ça crée un réseau de rebond, puis d'écho comme ça que je trouve très beau, où notre quotidien, puis les objets les objets ou c'est ça, les êtres qui nous entourent se retrouvent en contact les uns les unes avec les autres. Mais Mm. Claire, est-ce que tu accepterais de rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais de juste nous lire un petit peu de ta roche dans lisière? Oui. Mhm. J'ai longtemps marché avant de naître, droite et fière, à fredonner l'indélicate révolte, où se creuse la ligne osseuse. Mon cri vertical s'ouvre, et une grotte dans ma peau. La montagne cicatrise-t-elle? La nuit y coule depuis les vieux chemins, sa langue secousse de branches minces. Je retourne à la soif du sol, descends vers des ombres claires, marchandées dormance et éclat. Je siffle à travers elles, entre mes côtes, des soleils nerveux troués de noir, paumes sourdes où se frappent des papillons fibreux. Je referme mon poing, un harpon sur l'aube. Se soulève un autre espace, sur l'envers, ploie ma demeure. Merci beaucoup, Claire. Mhm. Merci à J'avais encore plein de questions de prévues. J'ai très envie qu'on en parle, mais malheureusement, le temps file. Je suis vraiment désolée. Merci à toutes les deux pour la générosité dans vos réponses et pour vos questions aussi. C'était fascinant de vous entendre discuter, puis c'est ça, on en aurait pris encore des heures. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés aussi, d'avoir été présents, présentes avec nous. La conversation, si vous avez attrapé juste un morceau puis vous vous dites non, non, ça me la prend au complet, on va la mettre en rediffusion disponible sur notre chaîne YouTube probablement demain. On vous rappelle aussi que le numéro 130 SAS est en kiosque. C'est possible de se le procurer dans toute bonne librairie indépendante. C'est possible aussi de s'abonner via notre site web lesabord.qc.ca. Il y a aussi un lancement qui est prévu pour ce numéro-là à Trois-Rivières, jeudi cette semaine, 19 juin, 5 à 7, à la Galerie d'art R3 à l'UQTR. On vous invite aussi à surveiller notre page Facebook et Instagram pour les appels pour les artistes et auteuristes d'entre vous. Là, on a toujours des appels en cours. En ce moment, c'est l'appel sous le thème d'échafaudage qui est en vigueur jusqu'au 15 août. Donc, on vous invite à aller voir plus de l'avant le thème qui est un peu détaillé dans l'appel. On vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe du Sabar, Simon Van Vliet, Caroline Saint-Amand, Dominique Mousseau et tous les membres du comité de lecture, comité de rédaction du CA également. Merci à nos partenaires, toujours les mêmes, le CAC, le Calque, la Ville de Trois-Rivières. Et on vous souhaite un excellent printemps, qu'on vous souhaite aussi beau et aussi coloré que ce numéro. Merci beaucoup et bon après-midi à tous et à toutes. Mhm. tous.